Cette année a été marquée par un bourdonnement incessant de reportages d'actualité, les uns après les autres, et même si les gros titres disparaissent rapidement, les histoires qui les sous-tendent, elles, ne s'effacent pas. Numéro 10. Connor Anderson, âgé de 31 ans, est chargé de clientèle chez Marsh. Il a précédemment travaillé comme responsable de compte chez National Corporate Housing et est passé d'administrateur des ventes à chef de projet adjoint chez Presidio. Il aurait étudié à Arbor Fields High School et fréquenté l'Université du Maryland, où il a étudié l'économie. Il a obtenu une licence dans ce domaine à l'Université du Colorado à Boulder. Plus tôt ce mois-ci, il a quitté le confort de sa maison pour une conférence professionnelle à Nashville, Tennessee. Il est arrivé dans la région le 15 août 2026 et s'est enregistré au Millennium Maxwell House vers 16h30. Cet après-midi-là. Aux premières heures du lendemain matin, la caméra corporelle d'un policier allait enregistrer les dernières images connues de l'homme avant qu'il ne soit signalé disparu. Les images ont été enregistrées vers 1h00 du matin, le 16 août, et montrent Connor faisant signe à 2 policiers du commissariat de l'Est dans les zones boisées et de Main Street. Il a expliqué qu'il venait de sortir d'un bar à proximité où il avait rencontré un homme à l'intérieur. Connor aurait demandé à cet homme de lui faire visiter le quartier, étant donné qu'il ne connaissait pas la région, et lui aurait proposé 20 $ pour le faire. L'homme a accepté, et les deux sont sortis pour retrouver ses amis. Les images de la caméra semblent montrer Connor avoir du mal à se souvenir de la suite des événements. Il a dit qu'il ne se rappelait pas si l'homme lui avait demandé 20 $ de plus, ou s'ils avaient fini par obtenir 20 $ supplémentaires. Cependant, les hommes auraient commencé à le menacer de violence s'il ne partait pas. Après avoir précisé exactement où il se trouvait lorsque cet événement s'est produit, Connor a de nouveau expliqué la situation aux policiers. L'un des policiers a fait remarquer que toute l'histoire semblait suspecte. Il a demandé à Connor s'il essayait en réalité d'acheter des stupéfiants à l'homme en question. Il a insisté sur le fait qu'il ne l'était pas et qu'il savait que son histoire paraissait ridicule, mais il voulait simplement faire un tour dans le quartier pour se familiariser avec les environs. Lorsque des policiers lui ont demandé son permis de conduire, afin de rédiger un rapport officiel, Connor a refusé de le leur donner. Et il a ensuite été encouragé à réserver un VTC et à retourner à son hôtel. Connor a accepté et est parti, mais il n'est pas retourné à l'hôtel Millennium Maxwell House. Au lieu de cela, il a disparu. L'enquête qui a suivi a conduit la police à examiner plusieurs heures d'images de vidéosurveillance, des photographies et des relevés bancaires, alors que les forces de l'ordre tentent de déterminer où il a pu aller ou où il aurait pu finir. Ils ont également lancé des appels au public en diffusant toutes les informations pertinentes sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Connor Anderson a 31 ans. C'est un homme caucasien de corpulence moyenne. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. La vidéo de la caméra piéton publiée avec les informations montre l'homme portant un t-shirt gris ample. Et toute information concernant la localisation de Connor peut être transmise au service de police métropolitain de Nashville au 615 862 8600. Numéro 9. C'est le 6 juin de cette année qu'une autre tragédie maritime de grande ampleur a commencé à se dérouler dans les eaux territoriales d'Oman, en Asie occidentale, sur la péninsule arabique. Un incident inconnu s'est produit à bord du pétrolier Caroline Bzengi, long de 900 pieds, qui ferait partie de la flotte fantôme de pétroliers utilisée par la Russie. Le navire transportait environ 800 000 barils de pétrole. Lorsqu'il aurait été attaqué par des moyens non identifiés, il aurait été rapporté qu'à cette date, le pétrolier a signalé une explosion au large du Yémen, ce qui a conduit à l'abandon du navire par les personnes à bord. La cause de l'explosion reste inconnue. Quelques jours plus tard, le 21 juin, le navire sans capitaine s'est échoué au large de l'île d'Al-Qiblia, déversant une grande quantité de pétrole dans les eaux environnantes. Le point de départ de ce qui allait devenir une catastrophe environnementale majeure. La masse noire étouffante a recouvert une vaste zone d'eau protégée, affectant la vie océanique. Au cours du mois de juillet, la situation semblait recevoir soit très peu, soit aucune attention du public, et ce n'est que récemment qu'elle a fait la une des journaux. Le pétrolier endommagé est resté échoué, et à la fin du mois de juillet, la première nappe de pétrole a été détectée, couvrant à peine 45 km². Des experts ont commencé à avertir que la coque endommagée pouvait se détériorer davantage, puisque la région venait tout juste d'entrer dans la saison de la mousson Kharif. Le 10 août, Oman a signalé une nappe visible qui s'est étendue à 400 km². Et seulement 2 jours plus tard, des images satellites ont estimé qu'elle couvrait désormais une superficie impressionnante de 2000 km². Le navire s'enfonçait également davantage dans l'eau, déversant des quantités mortelles de pétrole directement dans un écosystème à la fois diversifié et sensible.
L'autorité environnementale du pays a rapidement confirmé que la pollution avait atteint les côtes de Ras Madraka, affectant non seulement les eaux immédiates, mais aussi le littoral continental. Cette zone est actuellement responsable de la protection et du soutien des récifs coralliens, ainsi que des tortues kawan, vertes et imbriquées, qui y nichent, une multitude d'oiseaux marins, ainsi que la baleine à bosse de la mer d'Arabie, une espèce en danger. Le pétrole sur le rivage pourrait contaminer le sable de nidification et exposer les œufs, les nouveau-nés et les tortues adultes à une quantité toxique de pétrole. La principale préoccupation concernant cet événement désastreux est l'espèce de baleine protégée en danger. C'est la seule population de baleines à bosse non migratrices au monde, ce qui signifie que, contrairement à d'autres communautés de baleines, celles-ci ne peuvent pas se déplacer loin des zones d'alimentation contaminées. La dégradation de leur habitat menace directement l'ensemble de la population. Aux alentours du 13 août, de véritables mesures ont commencé à se mettre en place. Embry, la société britannique de gestion des risques maritimes, a déployé des experts pour évaluer le pétrolier endommagé, dans l'espoir de trouver un moyen de contenir le pétrole, de stabiliser le navire et de commencer les opérations de nettoyage. Mais l'opération a été entravée par une mer agitée et de forts vents, des conditions qui ne se sont pas encore améliorées. L'une des tentatives des équipes a été de transférer la cargaison restante vers un autre navire. Mais les vagues ont atteint 4 mètres et les vents se sont renforcés jusqu'à 40 nœuds. La marée noire reste une menace majeure pour l'écosystème marin d'Oman, même si le pétrole est contenu. Plus l'opération prend du temps, plus le pétrole a le temps de se répandre. Et finalement, de se déposer dans les sédiments côtiers, transformant une couche visible de pétrole en une menace invisible qui continuera d'impacter l'environnement marin d'Oman pendant les prochaines années, mettant en danger la baleine à bosse, les tortues marines et les coraux. Numéro 8. Mis à part le fait qu'il avait l'habitude de fréquenter des sites de camping et de randonnée et qu'il partait parfois à la pêche, on ne sait pas grand-chose sur Gerald Jerry Quinterell, un homme de 54 ans, originaire de Quakertown, en Pennsylvanie, où il dirige une entreprise de paysagisme. Ce serait un parc naturel, une prétendue expédition de randonnée ou de pêche qui deviendrait le décor discret de la malheureuse disparition de Gerald. C'était le 19 avril 2026, lorsqu'il a quitté sa maison en Pennsylvanie pour un voyage prévu de 5 jours. Il avait accepté de garder le chien d'un ami pendant que celui-ci partait quelques jours, et il était censé se rendre chez eux lorsqu'il a disparu. Quelques jours seulement après le départ de Gerald, son Chevrolet Silverado blanc a été retrouvé abandonné dans le parc d'État de Lewis Run, au terrain de camping Tracy Ridge, emplacement numéro 110. Le camp se trouve à 5 heures de route de chez lui, au cœur de la forêt nationale d'Allegheny. La réserve est située le long de la route 321, dans le canton de Corridon, et abrite la rivière Allegheny, ainsi que le barrage de Kimsua. C'est aussi le lieu de résidence de l'ours noir américain, des coyotes et des lynx roux. À peu près au même moment où le véhicule de Gerald a été retrouvé, sa famille a également reçu une étrange lettre cryptique, laissant penser que l'homme disparu avait l'intention de disparaître volontairement. Le contenu de cette note n'a pas été rendu public. Une recherche approfondie du terrain de camping de Tracy Ridge et des zones boisées environnantes a été menée. Mais les enquêteurs n'ont toujours trouvé aucun indice supplémentaire permettant de localiser Gerald. Cette affaire étrange a largement circulé sur de nombreux forums consacrés aux personnes disparues et sur les réseaux sociaux. Mais aucun indice significatif n'a émergé. Les proches ont indiqué qu'il est probable que Gerald se déplace désormais à pied et qu'il pourrait également faire de la randonnée ou camper dans la région, bien qu'il soit possible qu'il ait été récupéré par une personne inconnue. Les forces de l'ordre font appel au public pour vérifier leurs caméras de surveillance de sentiers, leurs campings, les zones boisées isolées, les parkings et tout enregistrement récent de caméras embarquées. L'homme porté disparu a été décrit comme un homme caucasien, aux cheveux gris et aux yeux bleus. Il mesure 1,85 m et pèse environ 113 kg. Au moment de sa disparition, Gerald portait un bouc. Mais il se peut qu'il ait eu une moustache et une barbe complète. Les informations concernant cette affaire de disparition peuvent être communiquées au service de police du canton de Richland au 215 536 9500. Le numéro de dossier de l'agence est indiqué comme 592 602 547. Numéro 7. La guerre contre la vie privée fait rage depuis longtemps. Et chaque année qui passe, les inquiétudes liées à la surveillance de masse s'intensifient. À notre ère technologique et à l'époque de l'information, les nouvelles avancées ont laissé la société avec le sentiment d'être constamment surveillée. Rien n'est privé et rien n'est sacré. Le sentiment de malaise s'accentue à mesure que la technologie continue d'évoluer à un rythme effréné, rendant de plus en plus difficile pour les individus de protéger leurs informations personnelles. L'intelligence artificielle n'a fait qu'aggraver considérablement ces inquiétudes. La volonté du gouvernement de tout savoir, combinée à la technologie et à un peu d'intelligence artificielle,
a donné naissance à une recette potentiellement catastrophique. Cette recette s'est manifestée sous la forme de caméras de sécurité Flock, un lecteur automatisé de plaques d'immatriculation, et un système de surveillance des véhicules utilisé par les forces de l'ordre et les entreprises pour capturer des données très détaillées sur les voitures qui passent. Ces systèmes, qui reposent sur la vision par ordinateur alimentée par l'IA et des analyses automatisées, enregistrent les plaques d'immatriculation, la marque, le modèle, la couleur, et même des caractéristiques uniques comme les bosses et les autocollants sur les pare-chocs. Essentiellement, ces caméras agissent comme une empreinte digitale pour les véhicules, suivant le déplacement de chaque véhicule qui passe. Ce suivi détaillé permet d'établir un enregistrement complet de l'activité des véhicules dans les lieux publics, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'accès à ces données et à leur utilisation. À première vue, il peut sembler que les caméras Flock ne sont que des caméras de circulation améliorées qui servent simplement à donner des contraventions et à mesurer la vitesse des voitures. Cependant, le système est bien plus complexe que cela. Les caméras de lecture de plaques surveillent en permanence tous les véhicules et stockent toutes ces données dans la plateforme Flock, que les utilisateurs peuvent utiliser pour rechercher des informations spécifiques sur un véhicule sans avoir besoin d'un mandat. Cela signifie que toute personne ayant accès au système peut potentiellement suivre les déplacements d'une personne au fil du temps, ce qui soulève d'importantes questions de liberté civile. Il est compréhensible que cette intrusion dans la vie privée ait poussé les citoyens à adopter une position controversée, puisqu'ils s'opposent collectivement à l'installation de ces caméras intrusives. Bien que la surveillance générale puisse sembler être une étape nécessaire pour dissuader la criminalité, une grande partie de cette criminalité se trouve au sein même des forces qui utilisent ces systèmes. La controverse autour des caméras Flock en 2026 a été marquée par la découverte que plusieurs policiers détournaient ces systèmes à des fins personnelles, comme traquer leurs partenaires actuels ou anciens pour découvrir où ils se trouvaient et ce qu'ils faisaient. Le système a également été utilisé pour traquer des inconnus. Actuellement, le nombre d'agents arrêtés pour cela reste à environ 5, mais la liste continue de s'allonger. Depuis, la controverse s'est manifestée par des protestations ouvertes de la part des civils qui sont descendus dans la rue pour s'y opposer. Certaines personnes sont même allées jusqu'à s'asseoir sous les caméras de surveillance et à brandir des pancartes pour bloquer la vue de l'objectif, et ont également détruit les poteaux sur lesquels elles étaient installées. Les militants insistent sur le fait que la surveillance ne rime pas avec sécurité. Récemment, Bernie Sanders a tweeté en disant, je cite, « La société de surveillance par IA, Flock, a installé près de 100 000 caméras à travers l'Amérique pour suivre chacun de vos mouvements. La société sait quand vous allez chez le médecin, quand vous déposez votre enfant à l'école, et quand vous essayez de fuir une situation abusive. Elle sait tout. » La société a fait face à de vives réactions cette année qui se sont traduites par des poursuites judiciaires pour atteinte à la vie privée, alors que ces outils d'IA continuent d'exploiter un système de surveillance de masse inconstitutionnel. Flock a depuis apporté quelques modifications au système, comme rendre les informations disponibles pendant seulement 7 jours sur le système au lieu des 30 jours initiaux. Mais la communauté insiste, cela n'est pas suffisant. Numéro 6. Lauriane Bond-Plummer, que sa famille décrit, est une personne fondamentalement bonne. Elle est attentionnée, énergique et toujours prête à aider ceux qui en ont besoin. La femme de 60 ans est aidante à temps plein pour son mari, qui aurait subi un traumatisme crânien en 2025. La blessure lui a laissé une atteinte permanente du lobe frontal, et il souffre de troubles cognitifs, du syndrome du coucher du soleil et d'une démence secondaire. Laurie, malgré le fait qu'elle soit l'aidante de son mari, souffre de ses propres problèmes de santé. Ses proches ont révélé qu'elle a des antécédents de maladie mentale. Et bien qu'elle soit très respectée, lorsqu'elle ne suit pas le traitement approprié ou qu'elle ne prend pas ses médicaments, elle devient une personne très différente. C'est peut-être cet élément qui était présent lors de sa disparition étrange, survenue le 4 avril de cette année. Laurie et son mari étaient sur la route, en direction de Moyaden, pour rendre visite à des proches pour Pâques. Dans la région de Stoneville, en Caroline du Nord, le couple s'est perdu. Ils ont fini par s'arrêter sur le bord de la route, à une impasse près de Pextill Plant Road. Laurie aurait tenu des propos incohérents avant de dire à son mari qu'elle avait besoin d'1 minute, ce à quoi il a répondu « D'accord ». Elle a posé sa main sur ses épaules et lui a dit qu'elle l'aimait, avant de sortir de la voiture et de s'asseoir sur une bûche. Mike est resté dans la voiture à la regarder. Laurie s'est approchée à nouveau du véhicule et a insisté sur le fait qu'elle avait besoin d'être seule, le pressant de continuer sur la route en voiture. Il a fait ce qu'on lui avait dit et a attendu 5 à 10 minutes avant de revenir en voiture à l'endroit où il avait laissé sa femme. Mais en arrivant là-bas, elle avait disparu. Laurie n'a plus été vue ni entendue depuis, et elle a été aperçue pour la dernière fois entrant dans une zone boisée où Mike l'avait laissée. Peu de temps après, une vaste recherche et une enquête approfondie ont commencé sur la disparition, alors que les forces de l'ordre tentaient désespérément de retrouver la femme disparue. Comme elle n'avait pas son téléphone portable avec elle ce jour-là, ils n'ont pas pu utiliser le suivi du signal.
Les enquêteurs surveillent ses relevés bancaires et ont contacté d'autres membres de sa famille qui vivent à New York et à Charlotte. Des recherches approfondies ont été menées dans la zone où Lori a été vue pour la dernière fois, et les forces de l'ordre ont utilisé des drones et des unités canines, mais sans succès. Malheureusement, aucun indice sur l'endroit où elle se trouve n'a été découvert. La femme disparue a été vue pour la dernière fois portant un pantalon noir, un sweat à capuche gris et des chaussures. Elle est décrite comme une femme caucasienne, aux cheveux blonds et aux yeux verts. Elle mesure 1,70 m et pèse environ 41 kg. Les informations concernant la disparition de Lori Ann Bond Plummer peuvent être transmises au bureau du shérif du comté de Rockingham au 3366 343 232. L'enquête est actuellement en cours et se poursuit. Numéro 5. Le 15 août 2026, la ville italienne de Messine, en Sicile, est devenue le théâtre de l'un des vols d'art les plus importants de l'histoire récente. Et il a eu lieu sur fond de la fête nationale estivale la plus importante et la plus largement célébrée en Sicile, qui combine la fête romaine des Fieri Augusti avec la fête catholique de l'Assomption de la Vierge Marie. Le cadre de ce crime audacieux était le musée régional de Messine, et la cible était le peintre de la Renaissance, Antonello da Messina. Les voleurs responsables allaient s'emparer de 4 œuvres d'Antonello qui sont reconnues pour avoir révolutionné le portrait de la Renaissance en utilisant le réalisme flamand et les techniques de peinture à l'huile italienne. Le conseiller culturel de Messine, Enzo Caruso, a fait remarquer que Messine, sans ses œuvres d'art, est privée de l'essence du peintre considéré comme le plus grand artiste de la Renaissance européenne. Ce vol a été qualifié de cambriolage le plus important et le plus médiatisé dans le monde de l'art. Et il est survenu quelques jours seulement avant que les tableaux d'un précédent vol d'œuvres d'art ne soient retrouvés, les œuvres des maîtres français, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse et Paul Cézanne. Le soir de cet événement, vers 22h, 3 individus masqués se sont approchés du musée régional de Messine et ont manipulé la clôture périmétrique près de l'entrée du portail latéral, qui semblait avoir été coupée ou pliée. Une porte extérieure a ensuite été forcée et les 3 voleurs se sont dirigés directement vers les salles où étaient exposées les œuvres d'Antonello. Pendant les minutes qui ont suivi, ils allaient retirer les 5 panneaux de bois restants du polyptyque de San Gregorio, un retable datant de 1473. Les 2 panneaux supérieurs de l'œuvre représentaient l'Annonciation de la Vierge. Le panneau central montrait la Madone et l'enfant sur un trône, et les autres représentaient Saint Grégoire et Saint Benoît. Elle est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance sicilienne, et c'est la seule œuvre de cet artiste qui n'a jamais quitté sa ville natale. Une autre œuvre d'art, un petit panneau double face, a également été retirée d'une vitrine sécurisée. Cette œuvre représente la Vierge Marie et l'enfant avec un frère franciscain, ainsi qu'une représentation du Christ dans la Pietà. 2 des panneaux du polyptyque ont été retrouvés abandonnés sur un petit muret à l'extérieur du musée. Mais des œuvres d'art d'une valeur de 70 à 80 millions d'euros restent introuvables. L'enquête qui a suivi a conduit à la conclusion que ce vol avait été commis par des professionnels. Ils ont réussi à contourner toutes les mesures de sécurité, y compris les gardiens et les systèmes d'alarme sophistiqués. Toutes les caméras de sécurité du bâtiment étaient opérationnelles à ce moment-là, mais aucune d'entre elles n'a capté le visage des responsables. Les procureurs pensent que le vol pourrait être lié au marché noir, mais ils n'ont pas encore confirmé cette théorie. Des entretiens approfondis sont actuellement en cours avec les enquêteurs, qui se concentrent sur le personnel du musée, alors qu'ils tentent de déterminer comment les criminels ont pu échapper aux agents de sécurité et aux autres mesures complexes mises en place. Numéro 4. Malik Polk, qui a 25 ans, est un résident de Koweta, en Géorgie, où il a passé la majeure partie de sa vie entouré d'amis et de sa famille. Sa mère, Charita Hampton, décrit son fils comme une personne intelligente qui a toujours montré un grand potentiel. Il est compatissant et plein de vie, toujours prêt à aider les autres et à avoir un impact positif. Malik aimait assembler des ordinateurs et faire rire tout le monde. Il était aussi un membre fier de la fraternité Phi Beta Sigma, une fraternité qui comptait beaucoup pour lui et lui permettait de créer des liens avec d'autres personnes partageant ses passions. C'était le 17 mai 2026, lorsqu'il a été vu pour la dernière fois par ses proches dans la région de Koweta, en Géorgie. Une date qui marquerait le début d'une longue et difficile recherche de réponse. Un jour après cela, il aurait été aperçu sur Shiloh Church Road, près de Whitesburg, qui se trouve à plusieurs kilomètres de chez lui. Selon le bureau du shérif du comté de Carroll, Malik aurait tenté d'ouvrir la porte arrière de la maison de quelqu'un. Le propriétaire a prévenu la police, qui s'est rendue rapidement sur les lieux et a enquêté sur la situation. Là, ils ont découvert le véhicule de l'homme à proximité. Il était encore en marche, mais l'un des pneus était crevé,
ce qui suggère que Malik a peut-être eu des problèmes de voiture avant l'incident. Malik a disparu après s'être enfui dans les bois situés à proximité. Son comportement étrange a amené les forces de l'ordre à penser que l'homme traversait peut-être une crise de santé mentale au moment de sa disparition, ce qui aurait pu le pousser à agir de manière inhabituelle. On ignore s'il avait des problèmes de santé préexistants, car sa famille n'avait remarqué aucun signe auparavant. Sa famille et ses amis n'ont pas pu entrer en contact avec lui depuis le 17 mai. Et son téléphone portable semble avoir été éteint ou être à court de batterie, ce qui rend extrêmement difficile pour quiconque de le joindre. Il a été officiellement déclaré disparu auprès du bureau du shérif du comté de Coweta après que toutes les tentatives pour le retrouver aient échoué. Les forces de l'ordre ont organisé et mené plusieurs recherches, couvrant une zone de 400 acres à l'aide de chiens pisteurs, de chiens cadavériques et de drones. Des bénévoles et des membres de la famille ont également participé aux recherches, fouillant les forêts, les champs et toutes les zones où Malik aurait pu se rendre. Malheureusement, malgré tous ces efforts, aucun nouvel indice concernant la localisation de Malik n'a été découvert. Ce qui reste également flou dans cette affaire, c'est comment Malik s'est retrouvé dans cette zone la nuit de sa disparition. Il n'était pas connu pour avoir des affiliations ou des liens dans cette partie du comté de Carroll, ce qui a rendu la recherche encore plus compliquée. L'homme disparu a été décrit comme un homme afro-américain avec des cheveux noirs courts et des yeux marrons. Il mesure 1,75 m et pèse environ 68 kg. Il a été vu pour la dernière fois portant un t-shirt blanc et un short en jean bleu au moment de sa disparition. Sa famille et ses amis continuent d'espérer un retour sain et sauf et exhortent toute personne ayant des informations à se manifester. Les informations concernant les circonstances ou la localisation de Malik Polk peuvent être transmises au bureau du shérif du comté de Coweta au 770-253-1502, numéro 3. Plus tôt cette année, la NASA a révélé qu'il y a un événement vraiment inquiétant qui se déroule actuellement. Le Mexique est en train de s'enfoncer. La ville de Mexico est l'une des plus grandes villes de la planète. Et elle s'enfonce si rapidement que c'est visible depuis l'espace. Des images provenant d'un puissant système radar de la NASA ont montré des taux d'affaissement de plus de 0,8 pouces chaque mois et jusqu'à 10 pouces par an dans certaines zones. Cette découverte a fait de Mexico la capitale qui s'enfonce le plus rapidement au monde. La métropole s'étend sur 3000 milles carrés à travers un ancien lac d'altitude et repose sur un aquifère ancien, une roche perméable qui transmet l'eau souterraine. Cet aquifère fournit jusqu'à 60% de l'eau potable de la ville, approvisionnant 22 millions d'habitants. Mais au fil des années, avec l'augmentation de la population, le réservoir souterrain a été surexploité, et cette surexploitation a provoqué l'affaissement du sol au-dessus. Pour cette même raison, la ville de Mexico fait face à une crise chronique de l'eau qui la menace d'un éventuel jour zéro, le jour où les robinets finiront par être à sec. En plus de la surextraction, l'affaissement continu du sol a également été aggravé par le développement urbain constant. Chaque nouveau bâtiment, maison et établissement ajoute un poids supplémentaire sur le sol argileux. Alors que l'affaissement de la ville de Mexico a déjà été documenté dès les années 1920, de nouvelles images du satellite NISAR, un projet conjoint entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale, a révélé l'ampleur de ce problème persistant avec des détails troublants. NISAR a été spécialement conçu pour cartographier les processus les plus complexes et les plus sophistiqués de la planète. Et il a la capacité de suivre même les mouvements les plus subtils, y compris l'affaissement des terres. Entre octobre de l'année dernière et janvier de cette année, pendant la saison particulièrement sèche de la ville, le système radar a cartographié le mouvement du sous-sol et a découvert que chaque mois, certaines parties de la métropole s'enfoncent par paliers allant de 0,5 à 0,8 pouces. Les zones les plus touchées, selon les chercheurs, incluent l'aéroport international Benito Juárez, qui est le principal aéroport de la région. Un monument emblématique a révélé l'impact et l'étendue de l'enfoncement progressif. Le monument de l'Ange de l'Indépendance, haut de 114 pieds. Le monument a été construit en 1910 pour commémorer le centenaire de l'indépendance du Mexique. Depuis lors, 14 marches ont été ajoutées à sa base, car le sol continue de se dérober sous celui-ci. Les habitants ont également dû faire face à des routes fissurées, des bâtiments inclinés et des systèmes ferroviaires endommagés. Après s'être enfoncés pendant plus d'un siècle, de nombreux bâtiments anciens de la ville de Mexico, comme la cathédrale métropolitaine, le palais des Beaux-Arts et l'ancienne basilique de Notre-Dame de Guadalupe, penchent d'un côté. Plusieurs monuments nécessitent une intervention constante pour éviter qu'ils ne s'effondrent et ne disparaissent de la ville. L'avenir de cette métropole animée est sombre. La catastrophe naturelle, qui se poursuit,
n'est pas facile à résoudre. Arrêter ou ralentir l'enfoncement de Mexico nécessiterait de stopper l'extraction d'eau souterraine. Mais la ville ne dispose pas de sources d'eau alternatives pour remplacer l'aquifère. À mesure que l'on pompe davantage d'eau, les couches d'argile compressible s'effondrent, ce qui signifie que l'affaissement passé ne peut pas simplement être comblé ou rectifié. Tout ce qu'il est possible de faire pour l'instant, c'est de mettre en place des efforts de stabilisation localisés, d'ajuster les fondations et de cartographier les mouvements afin de anticiper les futures zones à risque. Numéro 2. Adam Todd Armstrong est un employé apprécié dans le district scolaire 70 du comté de Pueblo, où il travaille comme agent d'entretien scolaire. On dit qu'il aime faire de longues promenades dans la nature et qu'il lui arrive parfois de faire de courtes balades jusqu'au Walmart à proximité. Sa famille a également expliqué qu'Adam, qui a 52 ans, est partiellement non-verbal et est considéré comme étant à risque. C'est pourquoi le retrouver est devenu une priorité absolue pour la communauté de Pueblo West. Le 13 juillet 2026, Adam est parti travailler vers 6 h du matin et est rentré chez lui, situé dans la zone de Liberty Point International et Harmony Drive, vers 16 h ce jour-là. Le lendemain, il devait arriver au travail dans l'après-midi, mais il n'est jamais venu. Il était prévu qu'un membre de sa famille vienne le chercher chez lui et le conduise à son lieu de travail. Mais lorsqu'ils sont arrivés à 15 h, Adam était introuvable. Le membre de la famille a découvert que son téléphone portable, son portefeuille et ses clés avaient tous été laissés à la maison. Il a ensuite été signalé disparu auprès du commissariat de police local, qui a commencé ses recherches au domicile d'Adam. Là, ils ont découvert tous ses effets personnels à la maison. Rien n'était anormal et il n'y avait aucun signe d'intervention criminelle. La seule chose qui manquait, c'était Adam. Le bureau du shérif du comté de Pueblo a déployé divers moyens dans sa tentative de retrouver l'homme disparu. Cela inclut une fouille de toute la région de Pueblo West, un survol en hélicoptère du parc d'État de Lake Pueblo, une recherche dans le réservoir et le centre naturel à proximité, ainsi qu'une vaste recherche avec des chiens. Les forces de l'ordre ont également demandé à la communauté de rester vigilante et de surveiller toute trace d'Adam. Ils ont également mentionné la ville de Canyon City, où plusieurs rapports suggèrent qu'il aurait été aperçu dans la région. Adam Armstrong a été décrit comme un homme caucasien, aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Il mesure entre pouce et pouce. Il pèse entre 175 et 185 livres, et on ne sait pas pour l'instant ce qu'il portait lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Toute information concernant les circonstances ou la localisation de cette personne disparue peut être communiquée au bureau du shérif du comté de Pueblo au 719 583 6250. Le numéro de dossier de l'agence est indiqué comme 26S 019764. Numéro 1. Jessie May Sanchez a décrit son frère Stephen Sanchez comme quelqu'un qui peut sembler mal dans sa peau à ceux qui ne le connaissent pas, mais pour elle, il était un protecteur qui veillait toujours sur elle lorsqu'ils étaient ensemble en public. C'est ce petit détail, en apparence, qui rend son absence soudaine d'autant plus déroutante. Ce n'était pas dans ses habitudes de partir sans prévenir les membres de sa famille, surtout sans le dire à Jessie. Au début, elle pensait que Stéphane était peut-être parti célébrer la mémoire de son père et n'était pas trop inquiète au départ. On disait qu'il commémorait le jour du décès de son père en se rendant dans les montagnes rocheuses. Mais lorsque sa fiancée l'a contacté pour signaler qu'il n'était pas rentré, l'inquiétude est vite montée. Il était environ 12 h 15, le 5 février 2026, lorsque Stéphane, un étudiant du Western Wyoming College, inscrit au programme de soudure, a été vu pour la dernière fois quittant le Western Wyoming Community College à Rock Springs. Lui et sa partenaire s'étaient parlé au téléphone vers 11 h 30 ce jour-là, au cours de laquelle Stéphane avait exprimé son envie de partir en voyage avec des amis dans un chalet familial au Colorado le lendemain. Le chalet, malgré les rumeurs en ligne, n'appartient pas à la famille Sanchez. Stephen n'avait pas de véhicule au moment de sa disparition et aurait probablement compté sur ses amis pour l'emmener au Colorado. Mais cela ne devait avoir lieu que le lendemain. Le jeune homme, de 29 ans, n'est pas rentré chez lui ce soir-là et n'a plus été vu depuis. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans son comportement avant sa disparition. Jessie a dit qu'il était comme d'habitude, le décrivant comme quelqu'un qui parle beaucoup. Elle trouvait souvent ce trait particulièrement agaçant. Mais c'est maintenant l'une des choses qui lui manque le plus. Jessie et le reste de la famille veulent simplement que Stephen revienne. Il a été officiellement déclaré disparu le matin du 6 février, ce qui a déclenché une enquête immédiate. Les autorités ont d'abord essayé de localiser le téléphone de l'homme disparu, mais l'appareil semblait avoir été éteint ou être à court de batterie. Une fois qu'une information concernant cet événement a commencé à circuler, les forces de l'ordre ont reçu plusieurs témoignages indiquant que Stephen avait été vu en train de monter dans une berline blanche à 4 portes avec un pare-choc noir. Ces témoignages n'ont jamais été confirmés. Des recherches ont été menées sur le campus où Stephen a été vu pour la dernière fois, mais aucun autre indice n'a été découvert. Les forces de l'ordre
ont remarqué que l'un de ses comptes Facebook a montré une certaine activité depuis la disparition, mais rien de plus n'a été établi concernant cet élément dans l'affaire. Il n'y a eu aucun signalement confirmé le concernant depuis. Stephen Sanchez a été décrit comme un homme caucasien, mesurant 1,88 m et pesant environ 66 kg. Il a les yeux marrons et la tête chauve, en raison d'une maladie auto-immune qui provoque la perte de cheveux. En raison de la perte de cheveux, Stephen est connu pour porter souvent des chapeaux. Sur les photos de lui qui ont été publiées avec les descriptions et les circonstances entourant sa disparition, on peut le voir porter des boucles d'oreilles, ce qui indique qu'il a les oreilles percées. Stephen aurait été vu pour la dernière fois portant un sweatshirt vert et un pantalon marron. Les informations concernant sa localisation peuvent être transmises au service de police de Rock Springs au 307 352 6575. Son numéro de dossier est indiqué comme R26 R26 02 262. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Ty Knotz et on se retrouve dans la prochaine vidéo.